Une jeune femme publiquement humiliée pour son apparence est rejetée à l'autel par la cruauté d'un homme qui l'avait promise. S'échappant vers l'intérieur des terres, elle rencontre un baron veuf qui avait bâti son cœur en silence. Mais quand l'ambition revient pour la réclamer avec feu et fureur, l'amour devra prouver s'il est assez réel pour résister à la violence et à la honte. C'est l'histoire d'Isabelle, d'un baron qui ne savait pas qu'il pouvait aimer à nouveau et du prix qu'il en coûte d'être choisi, quand le monde entier disait que vous ne le méritiez pas. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La région du Limousin vivait au rythme du café en 1887. Les montagnes qui entouraient la région abritaient les plus grandes fortunes de France, bâties avec des grains et de la main-d'œuvre exploitée, avec la sueur de vie qui n'était pas comptée dans les livres de la société. C'est au milieu de ce monde de richesses visibles et de sang caché que vivait Isabelle Dubois, fille de Philippe Dubois, l'un des plus riches marchands de tissus de toute la région. Son père achetait du coton du Nord, vendait des soies de l'étranger, et sa maison à Limoges était réputée pour ses soirées et ses bals, où les familles les plus importantes de la vallée se rencontraient pour négocier non seulement des affaires, mais aussi des mariages qui cimenteraient des alliances. Isabelle grandit au sein de cette structure. Elle recevait l'éducation de gouvernantes allemandes, apprenait le piano d'un maestro venu de Paris. Elle parlait l'anglais avec la même aisance que le français. Sa chambre avait des miroirs vénitiens. Ses vêtements étaient cousus par des modistes qui travaillaient sur commande, et sa vie était, sur le papier, parfaite. Mais il y avait un problème qu'aucune éducation, aucun héritage, aucune richesse ne parvenait à résoudre. Isabelle ne correspondait pas aux standards que la société exigeait d'une femme de son rang. Ses formes étaient généreuses, ses courbes abondantes, son corps ne correspondait pas à l'idéal de délicatesse que les magazines parisiens propageaient sur les pages glacées importées de l'étranger. À 22 ans, alors qu'elle aurait dû être mariée depuis longtemps, Isabelle restait célibataire. Les hommes qui assistaient au bal de son père la regardaient avec un mélange de désir gêné et de refus. Elle était belle, oui, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Son visage avait une sérénité presque effrayante. Ses yeux sombres recelaient une intelligence que peu d'hommes de l'époque appréciaient. Et son corps, son corps était la cause de rires étouffés dans les couloirs des grandes demeures, de chuchotements entre les dames, qui se couvraient de bijoux tout en critiquant sa silhouette. Son père, Philippe Dubois, n'était pas disposé à accepter une fille célibataire beaucoup plus longtemps. Pour lui, une fille mariée était un investissement consolidé, une alliance qui perdurait même lorsque les fortunes vacillaient. C'est ainsi que, lors d'une nuit de jeux et de boissons, il négocia l'avenir d'Isabelle avec le colonel Michel Leclerc, un homme brutal de 52 ans, propriétaire de vastes domaines de café et connu pour son avarice et son tempérament violent. Le colonel avait perdu sa première épouse des années auparavant, laissant derrière lui 3 enfants qui ne le voyaient pratiquement pas, dispersés dans d'autres villes, éloignés de la violence qui marquait le foyer. Philippe Dubois vit en Michel Leclerc exactement ce qu'il voulait. Pouvoir, terre, influence politique et la capacité de se débarrasser d'Isabelle. Il ne pensa pas au tempérament du colonel, ne considéra pas ses antécédents de brutalité. Il ne pensa qu'aux alliances et à ne plus être responsable d'une fille qu'il ne parvenait pas à marier. Et ainsi, sans être consultée, Isabelle fut promise. Quand son père annonça à Isabelle qu'elle serait la fiancée du colonel Michel Leclerc, elle était dans sa chambre, écousant un vêtement pour la mère d'une amie qui venait d'accoucher. Ses mains tremblèrent et l'aiguille tomba. Elle ne dit rien, demanda seulement à pouvoir rester seule. Son père sortit, trop satisfait de lui-même pour remarquer la pâleur qui avait envahi le visage de sa fille. Isabelle connaissait Michel Leclerc, non pas comme on connaît un ami ou un membre de la famille, mais comme on connaît un danger. Elle l'avait vu à quelques fêtes, toujours ivre après la 3e heure, toujours avec ses grandes mains et ses yeux lascifs posés sur les jeunes femmes. Il y avait des histoires à son sujet.
Des histoires que les servantes chuchotaient en faisant les lits. Des histoires sur une première épouse morte dans des circonstances jamais entièrement éclaircies. Des histoires sur des filles qui l'évitaient. Mais ces histoires n'avaient pas d'importance dans la logique du Limousin. Ce qui importait, c'était le pouvoir, la terre et l'influence. Elle aurait dû être heureuse selon les règles. Une fille de commerçant, même riche, épouser un colonel était considéré comme une élévation de statut, une victoire sociale. C'était comme son père l'avait dit au dîner ce soir-là, tandis qu'Isabelle ne faisait que remuer sa cuillère dans sa soupe sans rien manger. Une bénédiction que peu de femmes de sa stature pouvaient espérer. Les préparatifs du bal d'annonce des fiançailles prirent 3 semaines. Des décorateurs furent amenés de Lyon. On fit faire une robe spéciale chez l'une de ces modistes qui travaillait avec des tissus importés. Elle était blanche naturellement, car il y avait une certaine ironie dans le blanc, dans la pureté que l'on attendait d'une femme que personne n'avait vraiment respectée. La robe était magnifique, avec des dentelles qui descendaient des épaules, avec des détails en cristal qui captaient la lumière des lampes. Isabelle l'enfilait et se voyait dans le miroir, et il y avait quelque chose de douloureux dans sa propre beauté ignorée, dans sa propre élégance non reconnue. Sa mère, Monique Dubois, une femme qui avait passé toute sa vie à s'adapter aux désirs de son mari et à l'opinion de la société, tenta de la guider, se plaçait à ses côtés devant le miroir et disait des choses qui sonnaient comme du réconfort, mais qui n'étaient que de la résignation enveloppée dans des mots délicats. Elle disait que le colonel était un homme d'affaires important, qu'il possédait des terres qui s'étendaient sur des lieux, qu'Isabelle serait une femme de grande influence. Elle ne mentionnait rien de son caractère. C'était comme si le caractère n'avait pas d'importance, comme si c'était un détail mineur dans une équation bien plus grande. Isabelle écouta sa mère. Elle écouta aussi les amis qui vinrent la visiter quelques jours avant le bal, remplis de jalousie et d'enthousiasme à parts égales. Elle vit son père devenir plus souriant à chaque heure qui approchait de l'événement et se prépara, comme se préparent les femmes, dans des situations qu'elles ne peuvent contrôler, avec le courage silencieux de celle qui comprend qu'il n'y a pas d'issue. Le bal eut lieu dans la demeure de son père le 23 octobre 1887. Ce n'était pas seulement un bal, c'était un événement social d'importance reconnue. Des carrosses arrivèrent tout au long de l'après-midi, amenant les familles les plus puissantes du Limousin. Il y avait des dames avec des diamants qui semblaient peser sur leur cou, des hommes aux conversations bruyantes et aux cigares coûteux, de jeunes enfants dans les bras des servantes pendant que les parents dansaient. La maison entière avait été transformée en un jardin de fleurs, importé de Paris, et coupé le matin précédent et disposé dans des vases de porcelaine. Isabelle attendit dans sa chambre, tandis que la nuit tombait. Elle entendit le bruit de l'orchestre commençant à accorder les instruments dans le salon principal. Elle entendit les voix croissantes de centaines de personnes se rencontrant, conversant, riant. Sa femme de chambre, une femme nommée Colette, qui avait servi sa famille pendant 30 ans, l'aida à enfiler sa robe blanche. Colette avait 75 ans, des yeux qui avaient tout vu. Et quand elle plaça le collier de diamants autour du cou d'Isabelle, il y avait quelque chose d'un adieu dans ce geste. Quand Isabelle entra dans le salon, l'effet fut immédiat. Non pas parce qu'elle était la plus belle femme présente, mais parce qu'elle était la femme du moment, la fiancée, celle dont la vie était décidée ce soir-là. Les femmes lui sourirent avec ce genre de sourire qui est aussi un jugement. Les hommes détournèrent le regard et de l'autre côté du salon, près des tables de boissons, le colonel Michel Leclerc l'observait. Il avait déjà trop bu. Il était en conversation avec d'autres hommes, riant fort. Ce rire qui explosait de la poitrine comme une toux, mais ses yeux ne quittaient pas Isabelle. Il y avait en eux quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer, mais qu'elle savait être dangereux. Elle souhaita pouvoir disparaître. Elle souhaita pouvoir être emmenée loin de là, vers un endroit où personne ne la regarderait, où personne n'attendrait rien d'elle. Son père la chercha dans le salon. Philippe Dubois était radieux, un cigare à la main et le visage rouge de célébration et de boisson. Il trouva Isabelle alors qu'elle conversait avec une amie d'enfance
et la tira par la main pour la présenter formellement au colonel. C'était l'heure de l'annonce. C'était l'heure pour Isabelle d'être offerte comme fiancée. Le colonel se leva quand il la vit approcher. C'était un homme grand, corpulent, avec de larges épaules qui se courbaient un peu vers l'avant. Son visage était rouge, sa barbe grisonnante et ébouriffée. Il sentait le brandy et le cigare. Quand il prit la main d'Isabelle, sa main était trop chaude, et il la garda pressée contre sa poitrine plus longtemps qu'il n'était approprié. « Ce sera un honneur d'avoir une femme aussi belle dans mon lit, » dit-il, assez fort pour que les personnes proches l'entendent. Son père rit. Les gens autour firent semblant de ne pas entendre. Isabelle sentit le sang quitter son visage. L'annonce formelle fut faite à 22 heures. Son père monta sur une petite estrade, demanda le silence et annonça que sa fille Isabelle serait mariée au colonel Michel Leclerc lors d'une cérémonie qui aurait lieu dans 3 mois. La foule applaudit. Il y eut des félicitations, des embrassades. Les amis d'Isabelle venaient les mains tendues, voulant la toucher, voulant être proches de son nouveau statut de fiancée d'un colonel. Le colonel la demanda en danse. L'orchestre joua une valse lente, et Isabelle se retrouva au centre du salon, dans les mains d'un homme qui la tirait très près, qui lui chuchotait des choses à l'oreille, qui lui donnaient envie de s'échapper de sa propre peau. Elle tentait de garder son sang-froid, tentait de sourire, tentait d'être la fiancée que l'on attendait qu'elle soit. Mais Michel Leclerc était de plus en plus ivre. Au fur et à mesure que la danse progressait, ses mouvements devenaient plus erratiques, ses chuchotements plus obscènes. Et puis, alors qu'il restait encore quelques mesures avant la fin de la musique, il trébucha littéralement sur ses propres pieds, l'entraînant avec lui. Ils tombèrent sur le sol du salon, et il tomba sur elle. Pendant un instant, il y eut un silence absolu. Puis, les gens commencèrent à aider le colonel à se relever. Quelqu'un offrit un mouchoir. Son père était rouge de colère, partagé entre la fureur de voir son événement gâché et la lâcheté de ne rien pouvoir faire contre un homme d'un tel pouvoir. Isabelle était au sol, sa robe blanche tachée de boisson, ses cheveux en désordre. C'est alors que Michel ouvrit la bouche. Ivre, mortifié, humilié par la chute, il fit ce que les hommes comme lui font quand ils se sentent blessés. Il chercha quelqu'un de plus petit à blesser. Il baissa les yeux vers Isabelle, toujours allongée sur le sol, et prononça des mots qui résonneraient dans la société du Limousin pendant des années. Quels corps informes, quelle femme sans élégance. Pourquoi diable ai-je accepté d'épouser ça ? Cria sa voix, chargée d'une rage qui ne concernait pas vraiment Isabelle, mais lui-même, son propre échec. Isabelle se leva seule. Personne ne l'aida car personne ne savait s'il le fallait. Son père la tira par la main, ses yeux demandant des excuses que sa bouche ne parvenait pas à formuler. Sa mère la suivait avec un mouchoir, essayant désespérément de nettoyer la tache de la robe blanche, tandis que les gens autour chuchotaient, riaient, ignoraient consciemment pour qu'elle puisse garder une certaine dignité. Elle quitta le bal, sans regarder en arrière, monta les escaliers de sa maison, entra dans sa chambre et ferma la porte à clé. Colette tenta d'entrer plus tard, mais Isabelle ne répondit pas, se contentant de s'allonger sur le lit, la robe blanche toujours sur son corps, et de regarder le plafond, tandis que la nuit s'écoulait. Au matin, toute la ville savait ce qui s'était passé. Les domestiques racontent des histoires, les domestiques portent les nouvelles d'une maison à l'autre. Et en une semaine, de Paris jusqu'à l'intérieur de l'Auvergne, tous ceux qui comptaient savaient que le colonel Michel Leclerc avait traité sa fiancée de honte lors d'un bal public. Et plus encore, ils savaient qu'il était tombé ivre devant tout le monde. Certains en riaient, beaucoup riaient d'Isabelle. Les lettres commencèrent à arriver, des lettres de personnes offrant leurs condoléances, des lettres d'amis qui soudain n'avaient plus le temps de lui rendre visite, des lettres de tantes et de cousines qui l'avertissaient qu'il serait peut-être préférable qu'elle ne fréquente plus les salons de thé de la ville pendant un certain temps. Sa mère ne parvenait pas à la regarder dans les yeux. Son père s'était enfermé dans son bureau, la porte close. 3 jours après le bal, une lettre arriva du colonel Michel Leclerc. Il y annulait les fiançailles. Il disait qu'il avait réfléchi à ses sentiments et avait conclu que le mariage ne serait pas approprié. Il ne s'excusait pas,
ne reconnaissait pas la cruauté de ce qu'il avait dit. Il résilia simplement l'accord, laissant Isabelle et sa famille dans une position impossible. Elle avait été publiquement rejetée, humiliée, et était maintenant aussi une jeune femme dont les fiançailles avaient été rompues. Personne ne lui rendrait plus visite. Les bals qui auraient lieu le reste de la saison n'auraient pas de place pour elle. Les hommes qui auraient pu la considérer auparavant, maintenant, ne la considéreraient certainement plus. C'était comme si, en une nuit, une de ses vies s'était terminée, et une autre vie, et plus vide, avait commencé. C'est dans ce contexte que sa tante, la veuve Nathalie Fournier, écrivit une lettre. Nathalie vivait dans les monts du Cantal, loin des circuits sociaux plus rigides du Limousin. Elle possédait un domaine de café et une petite gentilhommière qu'elle avait hérité de son mari. Elle vivait seule, avec seulement quelques domestiques, et avait la réputation d'être excentrique, de ne pas se soucier beaucoup de ce que la société pensait d'elle. Dans la lettre, elle offrait à Isabelle une place auprès d'elle. Elle offrait spécifiquement un endroit pour disparaître. Isabelle accepta sans hésiter. Son père la laissa partir sans grande résistance, peut-être soulagé de ne pas avoir à faire face à la fille qui était devenue une gêne. Sa mère pleura quand elle partit, mais n'essaya pas de la convaincre de rester. Colette non plus n'essaya pas. Elle serra seulement Isabelle dans ses bras à la porte de la maison, tandis que les bagages étaient chargés dans la calèche, et lui chuchota quelque chose qu'Isabelle n'oublierait jamais. Parfois, jeune femme, il faut quitter la maison pour trouver son foyer. Le voyage de Limoges au mont du Cantal prenait 3 jours en calèche. C'était un trajet qui montait dans les montagnes, qui laissait derrière lui la chaleur du Limousin et entrait dans une région où l'altitude changeait l'air même que l'on respirait. À mesure qu'il montait, la température baissait. Isabelle avait apporté un châle, mais l'utilisa rapidement. Les pins commencèrent à apparaître, hauts et fiers, si différents des paysages qu'elle connaissait. Sa tante Nathalie la recevait dans une maison qui était petite comparée aux grandes demeures de Limoges, mais qui avait une beauté solide, faite de pierre et de bois, avec une véranda qui s'ouvrait sur une vallée qui semblait sans fin. C'était octobre, et commençait ce qui serait l'hiver doux de cette région. Les fleurs brillaient encore dans les jardins, mais il y avait dans l'atmosphère la sensation d'un changement qui approchait. Nathalie avait 58 ans. Elle était devenue veuve à 40 ans, et, au lieu de se retirer de la vie, comme on s'attendait à ce qu'une femme veuve le fasse, elle avait pris les rênes de ses propriétés et vécu ses 20 dernières années en faisant exactement ce qu'elle désirait. Quand elle serra Isabelle dans ses bras à la porte, elle dit quelque chose qui surprit sa nièce. « Tu n'as pas besoin de parler de pourquoi tu es ici, mais tu peux, si tu le souhaites. Si tu ne le souhaites pas, c'est bien aussi. » Les premiers jours furent de repos. Nathalie la laissa se reposer, bien manger, dormir dans un lit douillet, se promener sur la propriété sans pression, afin qu'elle ne fasse rien d'autre qu'exister. Il y avait des domestiques dans la maison, mais ils étaient peu nombreux, et fonctionnaient d'une manière qui semblait différente de la hiérarchie rigide de la maison de son père. Tous semblaient travailler parce qu'ils voulaient être là, non parce qu'ils y étaient forcés. Le 5e jour, Isabelle descendit pour le petit déjeuner et trouva sa tante conversant avec un homme sur la véranda. C'était le baron Pierre de Montaigne. Nathalie les présenta avec désinvolture, comme si elle présentait simplement 2 voisins et non comme si elle orchestrant quelque chose. Le baron était d'âge moyen, peut-être une 40aine d'années, avec des cheveux qui commençaient à montrer des fils gris. Son visage était austère, marqué par quelque chose qu'Isabelle ne parvenait pas à identifier immédiatement, mais qu'elle reconnaissait comme une douleur ancienne, cicatrisée mais jamais vraiment guérie. Il salua Isabelle avec courtoisie, mais sans enthousiasme particulier, par pure politesse. Il parla un peu des conditions du café dans la région, des difficultés des dernières années, de la façon dont le climat instable avait affecté les récoltes. Puis, il s'excusa et partit. Isabelle l'observa monter à cheval et disparaître sur la route qui menait à la propriété voisine. Nathalie observa l'expression de sa nièce avec un petit sourire. « C'est Pierre, dit-elle.
Il est veuf, a un jeune fils et ne quitte pratiquement jamais son domaine. C'est un homme bon, il n'est pas heureux, mais il est bon. Isabelle ne répondit pas, se contentant de retourner prendre son café. Les monts du Cantal, à cette époque, étaient une région de grande propriété, séparée par des distances qui exigeaient des chevauchées d'une demi-heure ou plus pour être traversées. La propriété du baron Pierre de Montaigne se trouvait à environ 1 heure et demie de calèche de la maison de Nathalie. Elle appartenait à la famille Montaigne depuis 3 générations et était l'une des plus grandes productrices de café de la région, bien que ces dernières années, elle soit également devenue un lieu d'isolement, connu plus pour son inaccessibilité que pour son prestige. Pierre avait hérité de la propriété à 28 ans à la mort de son père. Il avait à l'époque une épouse, Claire, femme qui avait été considérée comme l'une des plus belles de la région lorsqu'ils s'étaient mariés. Ils eurent un fils qui naquit quand Pierre avait 31 ans. Claire mourut en couche du 2e enfant, qui ne survécut même pas une semaine. Le coup fut dévastateur, le genre de coup dont une personne ne se remet jamais vraiment. Pierre se consacra au travail, aux terres, à l'éducation du fils qui avait survécu, un garçon nommé Antoine, qui avait maintenant 5 ans. Il était connu dans la région comme un homme correct, qui payait ses travailleurs, qui n'était pas particulièrement brutal, mais pas non plus particulièrement affable. Il était formel, il était distant. C'était un homme qui s'était tellement fermé qu'il était impossible de savoir s'il y avait quoi que ce soit en lui, au-delà de la responsabilité et du devoir. Sa propriété était bien entretenue, mais froide. Il y avait un salon qui n'était jamais utilisé, un piano que personne ne touchait, un jardin qui avait été planifié par Claire, mais qui maintenant poussait de manière sauvage et négligée. Antoine était élevé davantage par des nourrices que par son père. Pierre le voyait pendant les repas, s'enquérait de ses études, offrait de petits gestes d'affection qui semblaient lui coûter beaucoup, mais au-delà de cela, il restait isolé. Nathalie connaissait Pierre depuis des années, connaissait l'histoire de sa vie, et, bien qu'elle n'eût jamais rien dit, elle avait la conviction que son voisin était un homme dont la vie pourrait être touchée à nouveau, pourvu que la bonne chose arrive pour la toucher. Quand Isabelle apparut, fuyant sa propre humiliation, Nathalie vit une possibilité, non pas parce qu'elle croyait aux solutions magiques, mais parce qu'elle croyait aux personnes qui n'avaient pas encore renoncé les unes aux autres. Isabelle n'imaginait rien de tout cela au début. Elle savait seulement qu'elle vivait dans une belle maison avec une tante qui ne la jugeait pas, dans un endroit où personne ne la connaissait, où personne ne savait rien du bal, du colonel, de l'humiliation publique. Ici, elle n'était qu'Isabelle. Elle n'était pas la fille désœuvrée d'un marchand de tissus. Elle n'était pas une femme rejetée. Elle n'était pas une honte vêtue de soie. Elle commença à explorer la propriété, commença à marcher sur les chemins qui entouraient la maison, à s'asseoir sous les arbres, à travailler dans le jardin de ses mains. Ses amies de Limoges auraient été scandalisées si elles avaient vu ses mains maintenant, avec la terre sous les ongles, avec des marques de travail. Mais ici, personne ne s'en souciait. Et pour la première fois de sa vie, Isabelle non plus ne s'en souciait pas. Il fallut presque 3 semaines pour qu'Isabelle et Pierre se rencontrent à nouveau, après ce premier petit déjeuner. La rencontre fut accidentelle. Elle marchait sur l'un des chemins qui traversaient la propriété de Nathalie, revenant d'une longue promenade matinale, quand elle vit un garçon assis sous un arbre, en pleurs. C'était Antoine. Il avait 5 ans, les cheveux foncés comme son père, mais avec des yeux qui portaient encore une luminosité que son père avait perdue depuis longtemps. Il pleurait parce qu'il était tombé de son poney, un petit cheval que son père lui avait donné, et s'était blessé au genou. Ce n'était pas une blessure grave, mais c'était le genre de blessure qui fait mal à un petit garçon, surtout quand le garçon est seul. Isabelle le trouva avant tout adulte, s'agenouilla à ses côtés, sortit un mouchoir propre de sa poche et nettoya doucement la blessure, tandis que le garçon continuait de pleurer. « Où est ta maison ?» demanda-t-elle. Antoine désigna vaguement la direction qui menait à la propriété de son père. Isabelle reconnut la direction. « Je vais te ramener à la maison, » dit-elle, lui offrant sa main. Antoine hésita un instant, évaluant s'il pouvait faire confiance à une femme qu'il ne connaissait pas.
mais quelque chose dans son expression, peut-être la douceur, peut-être la détermination douce, le convainquit. Il prit sa main. Ils marchèrent lentement de retour vers la propriété de Pierre. Antoine boitait un peu, et Isabelle l'aidait, conversant doucement sur des choses qui le distrayaient de sa blessure. Elle lui demanda des nouvelles de son cheval, de ses études, lui demanda s'il aimait les monts du Cantal. Antoine répondit avec la franchise des jeunes enfants, parlant de son père, de la façon dont son père ne souriait pas beaucoup, de l'importance d'être courageux, car son père n'appréciait pas la faiblesse. Quand ils arrivèrent à la maison de Pierre, la gouvernante d'Antoine les rencontra au portail. Son visage se transforma en une expression de pure panique en voyant le garçon blessé. Isabelle expliqua calmement ce qui s'était passé, l'assura que ce n'était qu'une petite blessure et offrit des instructions simples sur la façon de la soigner. Puis elle se tourna pour partir. C'est alors que Pierre arriva. Il avait été en train de vérifier les plantations quand on l'avait informé que son fils avait disparu. Il revint au galop frénétique, le visage froid, le regard dur. Il vit Isabelle au portail, vit son fils blessé, et, pendant un instant, son expression devint complètement livide. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Sa voix était comme de la glace. « Votre fils est tombé de son cheval » répondit Isabelle avec calme. « Ce n'est rien de grave. J'ai nettoyé la blessure et je l'ai ramené à la maison. Il ira bien dans un jour ou deux. » Pierre regarda la nièce de Nathalie, comme s'il essayait de comprendre exactement ce qui s'était passé, s'il y avait quelque chose de plus, s'il y avait un danger. Puis, il regarda son fils. « Tu es sorti sans prévenir personne ?» demanda-t-il. Sa voix avait une qualité qui n'était pas exactement de la colère, mais qui ressemblait à ce que la colère devrait être. Antoine recommença à pleurer. Isabelle vit tout cela en un instant. Elle vit un homme effrayé essayant de paraître dur. Elle vit un enfant blessé essayant d'être courageux pour son père. Elle vit une relation construite sur la peur et l'attente au lieu de la sécurité. Et elle fit quelque chose que beaucoup de femmes de sa position n'auraient jamais fait. Elle parla. « Il était triste, dit-elle, s'adressant à Pierre, non à Antoine. Les enfants sortent parfois quand ils sont tristes, parce qu'il est difficile de rester immobile quand leur cœur est brisé. » Pierre la regarda, son visage un champ de lignes sévères. Isabelle continua. « Il ira bien. Les garçons sont plus résilients que nous ne le pensons. » Puis elle se retourna et commença à marcher de retour vers la maison de sa tante. Pierre ne répondit pas, mais Isabelle entendit sa voix derrière elle, demandant à son fils ce qui s'était passé, et remarqua qu'il y avait moins de glace en elle maintenant. Il n'y avait que de la fatigue. Après cette première rencontre avec Antoine, Isabelle trouvait des excuses pour être dans des endroits où elle pourrait le rencontrer. Ce n'était pas prédateur. Ce n'était pas calculé. C'était juste qu'elle reconnaissait chez un petit garçon de 5 ans ce qu'elle avait reconnu en elle-même, un cœur qui avait appris qu'il était plus sûr d'être fermé. Elle passait par la propriété de Pierre pendant ses promenades. Parfois, elle trouvait Antoine dans les champs. Parfois, il était avec sa gouvernante. Isabelle offrait des douceurs qu'elle avait faites dans la cuisine de Nathalie. Elle conversait avec le garçon sur des choses qui avaient du sens pour les enfants. Elle lui enseignait de petites choses que sa mère lui aurait peut-être enseignées si elle avait vécu. Pierre observait ces interactions de loin. Il n'essayait pas de les empêcher, mais ne les encourageait pas non plus. C'était comme s'il attendait de voir de quoi il s'agissait, s'il y avait un danger, s'il y avait quelque chose qui pourrait blesser son fils. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une femme qui avait subi sa propre chute et qui reconnaissait chez un jeune enfant les marques de ce que la douleur fait à une personne. Après quelques semaines, Pierre commença à apparaître d'abord de manière décontractée, comme s'il passait simplement par le même endroit. Ensuite, de manière plus intentionnelle, il venait le chercher quand Isabelle était là, mais restait pour converser. Leur conversation était formelle au début. Elle posait des questions sur les récoltes, sur l'état des propriétés, sur des choses qui étaient sûres. Il répondait par des monosyllabes, puis par de petites phrases,
Il y avait en lui la qualité de quelqu'un qui avait oublié comment converser, comment laisser la vie entrer. Mais il y avait aussi une qualité d'espoir timide, comme s'il testait s'il était sûr d'être à nouveau en vie. Isabelle ne faisait pas pression. Elle était simplement là, présente, offrant son temps comme on offre une chanson que personne n'a demandé, mais que soudain toute la pièce désire entendre. Un jour, Isabelle visita la propriété de Pierre pour laisser quelques livres que Nathalie avait demandés. Pierre la reçut dans le salon d'entrée, une pièce spacieuse avec des murs de pierre et un grand piano à queue près de la fenêtre. Le piano était magnifique, sombre, poli et complètement silencieux. Il y avait de la poussière sur son couvercle. « Est-ce que quelqu'un joue de cet instrument ?» demanda Isabelle en désignant l'instrument. « Ma femme en jouait, » répondit Pierre. « Elle était très talentueuse. Après son décès, personne ne l'a plus touchée. J'ai pensé que ce serait irrespectueux. » Isabelle s'approcha du piano, souleva lentement le couvercle. La poussière se dissipa dans l'air, de petites particules dansant dans la lumière qui venait de la fenêtre. Elle s'assit sur le tabouret et posa ses mains sur le clavier. Elle ne joua rien encore. Elle laissa simplement ses mains se reposer là, comme si elle demandait la permission aux esprits de la maison de faire du bruit. Pierre resta debout, observant. Il y avait quelque chose dans son expression qui changea quand elle commença à jouer. La première musique qui sortit des mains d'Isabelle fut quelque chose de léger, une petite pièce que sa gouvernante allemande lui avait enseignée quand elle avait 8 ans. Ce n'était pas brillant, il y avait des erreurs. Ses mains n'avaient pas touché l'instrument depuis des mois, peut-être des années. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de jouer qui était vrai. Il y avait de l'âme là-dedans. Et quand elle eut terminé, il y eut un silence dans la pièce qui n'était pas vide. C'était un silence plein de présence. Votre épouse se serait réjouie d'entendre quelqu'un jouer de son piano à nouveau, dit Isabelle, toujours les mains sur le clavier. Peut-être, répondit Pierre. Ou peut-être aurait-elle été furieuse qu'une autre femme le touche. Isabelle se tourna pour le regarder. Il y avait une qualité de douleur brute sur son visage, comme s'il avait accidentellement touché une blessure qu'il pensait cicatriser. Elle ne répondit pas avec pitié, elle répondit avec vérité. Je pense qu'une femme qui aime la musique assez pour apprendre le piano aimerait savoir que le son peut encore exister dans sa maison, que la vie peut encore résonner. Pierre ne répondit pas, mais le lendemain, quand Isabelle retourna à la propriété pour chercher Antoine pour une promenade, elle vit que le piano avait été nettoyé. La poussière avait disparu, et ce petit geste, ce nettoyage, était une réponse qu'il ne parvenait pas à exprimer par des mots. Les semaines passèrent, octobre devint novembre, les pluies commencèrent à arriver plus fréquemment, et les montagnes des monts du Cantal s'enveloppaient de nuages qui descendaient du ciel comme des fantômes aimables. Isabelle avait développé une routine. Le matin, elle aidait sa tante avec les correspondances et les comptes de la propriété. L'après-midi, elle marchait sur les chemins qui reliaient les deux domaines, rencontrant fréquemment Antoine ou Pierre, parfois les deux. Un jour, Isabelle mentionna qu'elle aimerait en savoir plus sur la propriété de Pierre. Elle aimerait voir les champs de café, et comprendre comment fonctionnait cette vie si différente de celle qu'elle avait connue en ville. Pierre hésita, mais accepta ensuite. Il la conduisit sur les chemins qui traversaient les plantations, lui montra comment les grains poussaient, expliqua les récoltes et le travail acharné qu'il fallait pour maintenir la propriété en vie. Pendant qu'ils marchaient, ils arrivèrent près d'un endroit que Pierre avait clairement évité. C'était un jardin entouré d'une basse clôture en bois. Les arbustes étaient sauvages. Les fleurs étaient mortes des mois auparavant, mais il y avait une structure là, une intention. Il y avait une structure en fer pour les roses et de petits chemins de pierre qui menaient à un banc sous un arbre. « C'est le jardin de Claire », dit Pierre en s'arrêtant au portail. « Elle l'a dessiné. Elle-même a planté chaque fleur. Après son décès, je n'ai pas pu m'en occuper. Je n'ai pas pu venir ici. » Isabelle poussa lentement le portail, entra dans l'espace qui était clairement un lieu de deuil et d'abandon. Elle ne demanda pas la permission. Elle commença simplement à travailler.
Elle passa 2 heures là, enlevant les mauvaises herbes, taillant les arbustes sauvages, nettoyant les petits chemins de pierre. Pierre l'observa depuis le portail, immobile. Quand elle eut terminé, le jardin était encore en ruine, encore loin de son éclat précédent. Mais il y avait de la possibilité en lui maintenant, il y avait du potentiel, il y avait la suggestion que quelque chose de beau pourrait y pousser à nouveau. « Vous n'aviez pas le droit de faire cela, » dit Pierre quand elle sortit. « Si, » répondit Isabelle fermement. « J'avais le droit de ne pas permettre que la douleur d'une personne enterre vivante une autre personne à côté. Claire méritait que son jardin soit soigné, et vous méritiez d'avoir la chance d'être en paix avec vos souvenirs. » Pierre ne répondit pas, mais le lendemain, Isabelle vit qu'il avait continué le travail, et le jour d'après, et le jour d'après encore, peu à peu, le jardin de Claire revint à la vie, et avec lui, quelque chose en Pierre commença aussi à revenir. Novembre avait bien avancé quand la première lettre arriva. Nathalie la reçut pendant le petit déjeuner, et son expression changea quand elle lut l'en-tête. Elle ne commenta rien sur le moment, se contenta de poser la lettre à côté de son assiette et continua de manger. Mais Isabelle savait que quelque chose avait changé. Plus tard, quand elles furent seules, Nathalie montra la lettre. Elle venait de Limoges, d'un homme nommé Antoine Leclerc, fils du colonel Michel Leclerc. La lettre était brève, mais son contenu était perturbant. Il écrivait que son père avait découvert où Isabelle se trouvait, qu'il avait découvert qu'elle vivait sur la propriété de Nathalie et que bien qu'il eût annulé les fiançailles publiquement, il n'avait jamais formellement libéré Isabelle de son engagement, que par la loi et les coutumes, elle était toujours sa fiancée, toujours sa propriété, et qu'il avait l'intention de la réclamer. La lettre se terminait par une menace voilée, une suggestion que si Nathalie ne coopérait pas pour rendre Isabelle volontairement, il prendrait les mesures légales nécessaires et voyagerait personnellement pour la chercher. La lettre était signée par le fils, mais c'était clairement la voix du colonel qui parlait derrière les mots. Nathalie plaça la lettre dans la main d'Isabelle. « Tu dois décider, dit-elle. Tu peux rester ici et nous affronterons cela ensemble, ou tu peux essayer de négocier directement avec lui, mais tu ne peux pas simplement disparaître en espérant qu'il oublie. » Isabelle lut la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Son cœur s'accéléra en lisant, mais non de peur, de colère, d'une colère froide et nette qui dormait en elle depuis cette nuit au bal. « Je ne négocierai pas avec cet homme, » dit-elle. « Il m'a traité de honte, il m'a rejeté. S'il croyait vraiment que j'étais indigne de lui, alors pourquoi me veut-il encore? Pourquoi me réclame-t-il encore? Parce que tu es une femme, répondit Nathalie. Et les hommes comme Michel Leclerc ne permettent pas que ce qui leur appartient s'éloigne simplement. Il te veut non pas parce qu'il t'aime, il te veut parce qu'il ne peut supporter que sa volonté soit défiée. Isabelle sentit la vérité de ces mots pénétrer son corps. Elle s'était échappée de Limoges, avait trouvé la paix dans les monts du Cantal, avait commencé à guérir de l'humiliation, mais n'avait pas vraiment affronté l'homme qui l'avait humiliée. Elle avait seulement fui. Et maintenant cette peur qu'elle avait laissée derrière elle revenait, voyageant à travers les montagnes pour la retrouver. « Je vais lui écrire, » dit Isabelle finalement. « Je vais lui dire que je ne suis plus sa promise. Je vais lui dire que la loi peut dire ce qu'elle veut, mais que je n'appartiens à personne. » Nathalie l'observa avec une expression qui mêlait admiration et inquiétude. « Une lettre pourrait ne pas suffire, jeune femme. Cet homme ne respecte que la force. Et jusqu'à présent, tu étais ici loin de lui, en sécurité. Quand tu réponds, tu l'invites à venir. »« Je sais, » répondit Isabelle, « mais vivre caché. » Cet après-midi-là, elle raconta tout à Pierre. Ils le rencontrèrent lors d'une de leurs promenades habituelles. Elle rassembla son courage et parla du bal, du colonel, de la raison pour laquelle elle avait fui au mont du Cantal. Elle parla de la lettre qui était arrivée et de son refus d'être réclamée comme propriété. Pierre écouta sans interruption. Quand elle eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Puis, il dit quelque chose qui changerait tout. « Si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin d'être ici pour Nathalie. Vous pourriez être ici pour une raison que le colonel ne pourrait contester. »
Isabelle le regarda sans comprendre. Pierre respira profondément, comme s'il puisait du courage d'un endroit profond en lui. « Je sais qu'il est tôt, je sais que vous êtes encore en train de guérir, mais je voudrais vous demander de m'épouser, non pas pour le salut, simplement parce que la vie est trop courte et que vous m'avez rendu la mienne. » Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle avait besoin de réfléchir, de s'asseoir avec cette demande, d'examiner ses sentiments, d'être honnête avec elle-même sur ce qui était la peur et ce qui était l'amour. Elle marcha seule dans le jardin de Claire cette nuit-là. Les pins bougeaient dans le vent froid des montagnes et les étoiles brillaient au-dessus d'elle, indifférentes et belles. Elle pensa à Pierre, à la façon dont il avait appris à converser à nouveau, à la façon dont son visage avait perdu certaines des lignes dures qui le marquaient quand elle l'avait rencontré pour la première fois. Elle pensa à Antoine, à la façon dont le garçon avait commencé à sourire librement, comment il avait commencé à courir sans peur d'être puni d'être en vie, mais elle pensa aussi à elle-même. Elle se demanda si elle acceptait la demande de Pierre parce qu'elle l'aimait vraiment, ou si elle acceptait parce qu'il offrait une issue face au colonel Michel. Honorait-elle sa propre vie si elle se mariait pour échapper à une situation impossible, ou échangerait-elle simplement un type de prison contre un autre? Au lever du jour, elle avait sa réponse. Elle chercha Pierre dans les champs où il se trouvait généralement le matin, vérifiant l'avancement du travail avant la chaleur du jour. Elle le trouva exactement où elle s'attendait à le trouver. « Je vais vous épouser », dit-elle directement, sans préliminaire, mais pas parce que le colonel me force. Je vous épouserai parce que vos yeux me disent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de cette personne formelle qui aimerait vivre à nouveau, et parce que j'aimerais aussi vivre. Mais Pierre, vous devez comprendre quelque chose. Si le colonel vient, s'il tente de réclamer ce qu'il pense être sien, je ne fuirai pas, je resterai ici et je l'affronterai. Pierre lui tendit la main. « Je comprends, » dit-il, « et je serai à vos côtés quand vous le ferez. » Les nouvelles d'un mariage imminent se répandirent dans la région comme un feu de paille. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour garder cela secret quand on envoyait des invitations par messager. La société des monts du Cantal et de ses environs était trop petite. Les domestiques parlaient trop, et l'histoire d'un baron veuf se remariant était exactement le genre de sujet qui alimentait les conversations pendant des mois. La cérémonie fut fixée à 6 semaines plus tard. Nathalie aida Isabelle à tout préparer, de la robe aux décorations, mais il y avait une tension sous tous les préparatifs. Chaque jour qui passait, il y avait la possibilité que le colonel Michel Leclerc arrive. Il y avait la possibilité qu'il vienne avant le mariage, avant qu'Isabelle ne soit légalement protégée par le nom d'un autre homme. Pierre envoya des messages discrets à ses contacts dans la région, alerta les gardes sur les routes, instruisit ses hommes d'observer tout visiteur qui arriverait en cherchant Isabelle. C'était la préparation tactique à la possibilité de conflit, non un plan de guerre, mais c'était une préparation. Malgré tout, Isabelle reçut une réponse à sa lettre au colonel. La réponse arriva environ 2 semaines avant le mariage. C'était une lettre brève, mais chargée d'une rage que l'on pouvait presque entendre entre les lignes. Il lui écrivait que sa demande de libération avait été refusée, qu'il n'y avait aucune autorité sur terre qui pût annuler un engagement pris entre gentilshommes sans son consentement, que bien qu'elle eût fui, bien qu'elle fût cachée dans les monts du Cantal, cela ne changeait rien au fait qu'elle lui appartenait et que si elle tentait d'épouser un autre homme, il viendrait personnellement la réclamer, qu'il porterait cette affaire devant les autorités à Paris, si nécessaire, et qu'il ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas été rendue à sa position appropriée de sa fiancée. La signature était celle du colonel lui-même. Ce n'était pas une menace vague, c'était une promesse. La nuit précédant le mariage, Isabelle ne parvint pas à dormir. Elle était dans sa chambre à la maison de Nathalie, vêtue d'une simple chemise de nuit, et passait les heures de l'aube à marcher de long en large, regardant par la fenêtre les montagnes silencieuses. Nathalie la trouva là, vers 3 heures du matin. Sa tante apportait une tasse de thé chaud. « Assieds-toi » ordonna-t-elle doucement.
Il va venir, n'est-ce pas? Demanda Isabelle. Possiblement, répondit Nathalie. Les hommes comme Michel Leclerc sont prévisibles dans leur fureur. Il viendra parce qu'il ne peut pas permettre que tu agisses sans sa permission, parce que tu représentes pour lui un défi au pouvoir qu'il croyait posséder. Alors, le mariage ne va pas me sauver, dit Isabelle, entendant la défaite dans sa propre voix. Cela aidera, répondit Nathalie. Il lui sera plus difficile de justifier juridiquement la revendication d'une femme mariée à un autre homme. Mais tu as raison, ce n'est peut-être pas un salut complet. Peut-être n'est-ce qu'un répit, un temps pour respirer. Isabelle sentit le thé chaud descendre dans sa gorge. Elle sentit le froid des montagnes de la nuit arriver par la fenêtre. Elle sentit le poids de son propre courage. Eux qui avaient semblé grands quand elle était avec Pierre, mais qui maintenant, dans la solitude de l'aube, semblaient petits et fragiles. « Je pensais que m'échapper suffirait, » murmura-t-elle. « Je pensais que si je disparaissais simplement, si je vivais simplement ma vie en paix, il cesserait d'avoir de l'importance. Les hommes comme Michel ne cessent jamais d'avoir de l'importance simplement parce que tu le souhaites, » dit Nathalie, sa voix ferme. Ils ont de l'importance jusqu'à ce que tu les fasses affronter les conséquences de leurs actions. Mais tu as encore le choix, Isabelle. Vous pouvez insister pour vous marier aujourd'hui, sachant qu'il pourrait venir, ou vous pouvez attendre et voir s'il vient réellement, puis décider si vous voulez toujours vous marier. Isabelle regarda sa tante. Dans les yeux de Monique, il y avait de la force. Il y avait toute une vie de décisions difficiles, de rester debout même quand il aurait été plus facile de tomber. Monique hocha la tête, but une gorgée de son propre thé. « Alors vous vous mariez et nous attendrons. Et s'il vient, Philippe et vous l'affronterez ensemble. C'est votre promesse ?»« C'est ma promesse, » répondit Isabelle. La cérémonie eut lieu dans la petite chapelle d'Annecy, à l'aube du 22 décembre. Ce n'était pas un grand mariage, pas comme cela aurait été si Isabelle s'était mariée à Avignon. Il n'y avait que les voisins les plus proches, quelques amis de Monique, quelques-uns des contremaîtres de Philippe. Il y avait Antoine, vêtu d'un petit costume formel, avec une expression qui mêlait compréhension enfantine et joie sincère. Isabelle portait une robe de soie crème qui avait été préparée en secret au cours des dernières semaines. Elle n'était pas blanche, comme un premier mariage pourrait l'exiger. Elle était simple, élégante, honnête. Elle reflétait la femme qu'elle était devenue. Une femme qui avait vécu, qui avait souffert, qui avait choisi d'être ici, non pas parce que c'était la chose sûre, mais parce que c'était la chose vraie. Philippe l'attendait devant la chapelle, vêtu d'un costume sombre. Quand elle arriva au pied de l'autel, il la regarda d'une manière qui lui fit complètement oublier ses inquiétudes concernant le colonel. Il y avait dans ses yeux une gratitude si profonde, une joie si sincère, qu'elle sut qu'elle avait fait le bon choix. La cérémonie fut brève. Le curé parla d'engagement, du choix de rester avec quelqu'un à travers les tempêtes. Il parla de la façon dont le mariage n'était pas une fin, mais un commencement. Quand vint le moment d'échanger les vœux, Philippe prit la main d'Isabelle et parla d'une voix qui trembla légèrement. « Je promets de t'aimer sans exiger que tu sois celle que j'ai besoin que tu sois. Je promets de construire avec toi une vie où ta voix compte. Je promets d'honorer non seulement ton nom, mais ton esprit. » Isabelle prit une profonde inspiration, regarda Philippe, Antoine, qui observait depuis le premier rang, sa tante Monique, qui avait les larmes aux yeux, puis elle parla. « Je promets d'être là, même quand ce sera difficile. Je promets de prendre soin de ce garçon comme s'il était mon propre fils. Je promets de construire un foyer, pas seulement une maison, et je promets de ne jamais laisser personne, ni toi, ni personne d'autre, me dire que je n'ai aucune valeur. » Ils n'eurent pas le temps de quitter la chapelle. Le premier signe de danger vint quand l'un des ouvriers de Philippe courut à l'intérieur, respirant difficilement, couvert de la poussière du voyage. Une calèche montait la route d'Annecy, venant du sud à toute vitesse. Il y avait des hommes à cheval. Il y avait des drapeaux rouges et noirs. C'était le colonel Henri Dubois. Il était venu personnellement. Il avait amené avec lui près d'une douzaine d'hommes, tous lourdement armés.
La nouvelle se répandit aussi vite qu'elle était arrivée. Les invités commencèrent à chuchoter, à se regrouper, incertains de ce qu'il fallait faire. Philippe prit la main d'Isabelle. Il lui murmura quelque chose que seule elle pouvait entendre. « Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. » Puis il se retourna et marcha vers la porte de la chapelle. Isabelle le suivit. Elle n'était pas sûre de la façon dont elle devait se comporter, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se cacher. Le colonel était venu pour elle, ou du moins il le croyait. Elle devait être visible, elle devait être présente. Quand ils arrivèrent dehors, la calèche du colonel était arrivée. Henri Dubois descendit lourdement, un homme de 53 ans qui avait pris du poids ces derniers mois, dont la barbe était encore plus négligée, dont les yeux portaient ce mélange d'alcool et de colère qu'elle reconnaissait de ce bal. Derrière lui, ces hommes formaient un demi-cercle intimidant. Certains des ouvriers de Philippe étaient sortis des maisons voisines. Observant, incertain de devoir intervenir, Philippe marcha quelques pas devant Isabelle. Le colonel Dubois le salua formellement. « C'est mon mariage, c'est ma femme. Si vous avez des affaires à discuter avec nous, nous pouvons en parler de manière civilisée, loin de la chapelle. » Le colonel laissa échapper un rire qui était plus un aboiement. « Sa femme, son mariage. Cette femme est ma fiancée. Vos fiançailles ont été arrangées devant des témoins respectables. Aucune cérémonie, aucune fuite dans les montagnes ne change ce fait. »« Elle a été votre fiancée, » corrigea Philippe, sa voix restant calme et ferme. « Au moment où vous l'avez rejetée publiquement au bal, quand vous l'avez traitée de honte, vous avez résilié votre propre engagement envers elle. » Le visage du colonel devint rouge. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, » grogna-t-il. « J'ai de l'influence à Paris, j'ai du pouvoir. Cette femme m'a été promise et elle sera mienne. » Il fit un geste à ses hommes. Ils commencèrent à avancer. Ce n'était pas une action clairement agressive, mais c'était suffisamment menaçant pour que tous comprennent qu'il était prêt à prendre Isabelle par la force. Philippe leva la main. Ses propres hommes, qui s'étaient positionnés derrière lui sans ordres explicites, firent de même. Il n'y avait pas encore d'armes, pas de sang, mais il y avait la menace claire qu'il y en aurait. « Vous pouvez essayer d'emmener la femme que je viens d'épouser, » dit Philippe, sa voix comme de l'acier. « Vous pouvez essayer d'emmener quelqu'un qui a choisi de rester avec moi, mais je ne le ferai pas sans me battre, et ce combat sera la dernière chose que vous ferez si vous y tenez. » Le colonel riait, mais il y avait de l'hésitation dans ses yeux maintenant. Il y avait la compréhension que Philippe n'était pas un homme qui parlait à la légère, que c'était un homme qui aurait le soutien de ses ouvriers, que c'était un homme qui aurait la raison légale de son côté si la violence éclatait ici. L'affrontement resta figé quelques instants. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Seul le vent des montagnes soufflait à travers eux, portant la tension d'un moment qui pouvait tout changer. Puis, comme en réponse à la tension accumulée, le ciel s'ouvrit. Ce ne fut pas une pluie normale, ce ne fut pas une douce pluie des montagnes. Ce fut une pluie violente, torrentielle, la pluie qui vient quand les nuages ne peuvent plus supporter le poids de ce qu'ils portent. La pluie commença par une goutte, puis deux. Puis, soudain, ce fut un déluge. Les hommes du colonel commencèrent à s'éloigner, cherchant abri. Le colonel lui-même se protégea sous l'un des bâtiments proches, mais Philippe resta où il était, sous la pluie, complètement exposé, son costume de mariage déjà trempé. Isabelle était à ses côtés, elle aussi sous la pluie, sentant l'eau froide tomber sur son visage, sur sa robe. Cela ressemblait à une métaphore, pensa-t-elle, comme si le monde lui-même protestait. Comme si les montagnes disaient qu'il n'y avait pas de place en elles pour des hommes comme le colonel. Philippe se tourna vers elle. Ses cheveux ruisselaient d'eau. L'eau coulait sur son visage, mais ses yeux étaient clairs et fermes. « Allons-y, dit-il, à l'intérieur. Nous le laissons ici résoudre ses propres problèmes avec la tempête. » Ils marchèrent ensemble vers la maison de Monique sous la pluie torrentielle, laissant le colonel derrière eux sur le lieu de son propre affrontement raté. Ces hommes le suivaient, un groupe de partisans démoralisés, qui étaient venus pour un combat et qui n'avaient trouvé qu'une tempête. Mais la pluie n'avait pas tout résolu.
elle n'avait fait que reporter. Quand la tempête se calma enfin, quelques heures plus tard, le colonel était toujours à Annecy. Il s'était abrité à l'auberge de la région et dans son esprit, il avait commencé à élaborer un nouveau plan. S'il ne pouvait pas prendre Isabelle par la force en public, il la prendrait différemment. S'il ne pouvait pas l'affronter légalement alors qu'elle était sous la protection de Philippe, il trouverait un moyen. Il avait passé toute sa vie à obtenir ce qu'il voulait. Il n'allait pas s'arrêter maintenant. Le plan était simple. Il viendrait la nuit quand les défenses seraient plus faibles, quand Philippe pourrait être endormi. Il viendrait avec ses hommes, incendierait l'arrière de la maison pour forcer l'évacuation, et dans le chaos, il emmènerait Isabelle. Il l'emmènerait loin d'Annecy, dans un endroit où aucune autorité locale ne pourrait l'aider. Il communiqua son plan à ses hommes à l'auberge, buvant du brandy en parlant, confiant en sa supériorité, sûr que sa volonté était loi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un des domestiques de l'auberge, un homme qui avait été réduit en esclavage par le colonel sur l'une de ses propriétés des années auparavant, et avait réussi à s'échapper, était à l'écoute de chaque mot. Cet homme, dont la loyauté était envers la liberté et non la cruauté, s'était fait des amis à Annecy, y compris l'un des domestiques de Monique. Le message parvint à Philippe peu avant le crépuscule. Il écouta l'avertissement sans expression visible, mais son esprit travaillait déjà, planifiait déjà, se préparait déjà. La nuit arriva, claire et froide. Il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait que le silence des montagnes et le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. Philippe avait tout préparé méticuleusement. Il avait distribué ses hommes à plusieurs points autour de la maison, placé de l'eau et des seaux à des positions stratégiques, anticipant le feu que le colonel comptait allumer. Il avait rassemblé des armes qu'il utilisait rarement et les avait gardées à portée de main. Il ne dit pas à Isabelle exactement ce qu'il attendait, mais il lui fit comprendre qu'il avait besoin qu'elle reste vigilante, ou qu'elle ne sorte pas de sa chambre sans sa permission, que si elle entendait du bruit, elle devait se cacher sous le lit et y rester jusqu'à ce qu'il revienne la chercher. Isabelle tenta de dormir, mais n'y parvint pas. Elle s'allongea sous les couvertures, écoutant les bruits de la maison, écoutant le vent dans les montagnes, attendant. Quand cela commença, ce fut exactement comme l'avertissement l'avait dit, le feu. La seconde moitié de la maison, dans l'aile est, s'embrasa. L'alarme fut donnée. Les gens commencèrent à courir. Les domestiques transportaient de l'eau. Toute la maison sombra dans le chaos. Mais c'était un chaos qui avait été prévu, qui avait été planifié. Quand le colonel et ses hommes tentèrent d'entrer par l'avant de la maison pendant le chaos de l'incendie, ils trouvèrent des portails fermés, des hommes armés, de la résistance. Ils trouvèrent Philippe qui les attendait. Ce qui suivit ne fut pas une bataille à proprement parler, c'était très peu d'hommes contre peu d'hommes. Mais il y avait chez Philippe une détermination que le colonel avait sous-estimée. Il y avait la colère contenue d'hommes qui vivaient sur cette terre, qui avaient construit cette propriété et qui ne permettraient pas qu'elle soit envahie. Le colonel tenta de forcer le passage, mais Philippe se tenait entre lui et l'entrée. L'affrontement commença par des mots, par des menaces, par des tentatives d'intimidation. Mais quand le colonel réalisa que Philippe ne reculerait pas, quand il comprit qu'il avait sous-estimé l'homme qui lui faisait face, la situation dégénéra. Le colonel sortit un couteau. Ce n'était pas une arme à feu, mais c'était suffisamment létal. Il avança contre Philippe avec une rage qui s'était accumulée pendant des semaines. Une rage qui était moins à propos d'Isabelle et plus à propos du fait que quelqu'un avait osé le défier, avait osé dire non. Philippe n'était pas armé de la même manière. Il esquiva la première attaque, puis la seconde. Ses hommes n'intervinrent pas immédiatement car il avait donné des ordres clairs. C'était son affrontement, sa décision, sa bataille. Mais il restait proche, prêt, si les choses devenaient impossibles. Le colonel était plus lourd, plus fort en apparence, mais Philippe était plus rapide, plus concentré. Le combat fut bref, violent, et se termina lorsque le colonel trébucha sur son propre poids en avançant.
Philippe le jeta au sol, le désarma et plaça le couteau contre sa gorge. Pendant un instant, tout se figea. Le colonel était au sol, haletant, réalisant enfin qu'il avait trouvé son égal en force. Il réalisait aussi qu'il n'était qu'à quelques millimètres de la mort. Philippe respirait difficilement. Il y avait du sang sur sa chemise de mariage, mais sa voix était étrangement calme quand il parla. « Vous allez quitter cette propriété maintenant. Vous allez partir d'Annecy et vous n'essayerez plus jamais de réclamer Isabelle. Parce que si vous le faites, si vous revenez une seule fois, si vous envoyez une seule lettre, la prochaine fois ce ne sera pas un couteau contre votre gorge, ce sera un couteau dans votre poitrine. » Le colonel déglutit, hocha la tête sans pouvoir faire plus. Philippe se leva, tenant toujours le couteau. Ces hommes encerclèrent immédiatement le colonel, l'aidant à se relever, mais le maintenant entre eux, empêchant tout mouvement brusque. Le colonel fut escorté hors de la maison, vers sa calèche, loin d'Annecy. En partant, il regarda en arrière une seule fois, mais ce n'était plus avec haine maintenant, c'était avec peur. Et la peur était quelque chose qu'un homme comme Henri Dubois éprouvait rarement. L'incendie avait été maîtrisé. L'aile de la maison était endommagée, mais pas détruite. Des réparations pouvaient être faites. Ce qui importait, c'est que c'était terminé. Le colonel était parti. Il avait été vaincu, il avait été confronté, et il avait perdu. Philippe entra dans la chambre d'Isabelle pour la trouver sous le lit, exactement comme il l'avait demandé. Il s'agenouilla et lui tendit la main. « Viens, dit-il doucement. Il est parti. » Isabelle le vit et vit le sang sur sa chemise. Son cœur s'accéléra. « Es-tu blessé ?» demanda-t-elle, le tirant plus près, examinant la blessure. « C'est superficiel, » répondit Philippe. « Juste une égratignure. Il a eu pire. » Isabelle l'embrassa. Elle l'embrassa comme si elle pouvait le guérir juste par la proximité, comme si son corps pouvait absorber la douleur qu'il avait endurée. Et Philippe la laissa l'embrasser, permettant que ce moment de faiblesse soit seulement pour elle, seulement entre eux. « Tu l'as affronté, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Nous l'avons affronté, » corrigea Philippe. « Tu avais déjà gagné la bataille en étant ici, en refusant d'être réclamé. J'ai juste terminé ce que tu avais commencé. » Les jours suivants furent de silence, de repos, de cicatrisation. La blessure de Philippe s'avéra effectivement superficielle, bien que douloureuse. L'aile de la maison fut fermée pendant que les réparations commençaient. La vie retrouva quelque chose de proche de la normalité, mais une normalité différente. Une normalité qui avait été gagnée. Isabelle et Philippe passaient leur journée ensemble d'une manière qui n'avait pas été possible auparavant. Maintenant, ils pouvaient simplement être l'un avec l'autre, sans l'ombre d'une menace planant au-dessus de leur tête. Ils pouvaient se promener dans le jardin de Claire, qui avait magnifiquement fleuri pendant l'hiver, avec des fleurs que Claire elle-même avait plantées reprenant vie. Antoine, qui avait tout vu de loin, devint encore plus proche d'Isabelle. Il l'appelait maman maintenant, non pas avec hésitation, mais avec la sécurité d'un enfant qui savait qu'il était aimé, qui savait qu'il avait choisi quelqu'un qui le choisissait en retour. Une nuit, Monique s'assit avec Isabelle sur la véranda de la maison, tandis que Philippe et Antoine dormaient à l'intérieur. « Tu as survécu, » dit sa tante sans la regarder, observant simplement les montagnes sous la lumière des étoiles. « J'ai survécu, » acquiesça Isabelle. « Et maintenant ?» répondit Isabelle. « Je pense que je vais vivre. » 5 ans passèrent, 5 ans de saisons changeantes à Annecy, de cafés poussants, de récoltes effectuées. 5 ans d'une vie construite, non pas malgré les obstacles, mais à travers eux. La maison de Philippe avait été réparée, mais plus que cela, elle avait été transformée. Les pièces avaient maintenant des couleurs, de la vie. Le piano était joué régulièrement, non seulement par Isabelle, mais par Antoine, qui avait appris avec sa belle-mère, qui avait acquis non seulement une habileté technique, mais un amour pour la musique. Le jardin de Claire était maintenant un lieu de beauté respectueuse, un lieu où la mémoire d'une femme décédée était honorée sans asservir les vivants. Isabelle avait donné naissance à 2 filles. La première fut nommée Claire, non pas pour remplacer la mère décédée d'Antoine, mais pour l'honorer. La seconde fut nommée Monique,
en reconnaissance de la tante qui avait offert refuge quand tout semblait impossible. Toutes deux étaient des enfants aux cheveux sombres et aux yeux brillants qui couraient dans les couloirs de la maison comme si elles en possédaient chaque millimètre, car elles le possédaient en effet. Elles le possédaient parce qu'elles étaient aimées, parce qu'elles étaient en sécurité, parce qu'elles étaient nées dans un endroit où l'amour était construit quotidiennement, brique après brique, jour après jour. Philippe avait vieilli, bien sûr. Il y avait plus de cheveux gris dans ses cheveux maintenant. Mais il y avait quelque chose sur son visage qui était complètement différent d'il y a 5 ans. Il y avait de la douceur, il y avait du contentement, il y avait la qualité d'un homme qui avait été sauvé non d'une mort physique, mais d'une mort en vie. Antoine avait grandi, il avait 10 ans maintenant. C'était un garçon intelligent, éduqué, qui prévoyait d'étudier en Europe dans quelques années, mais pour l'instant, il était heureux ici. Il était heureux à la maison, il était heureux avec sa famille. Isabelle avait vieilli aussi, mais d'une manière différente. Il y avait des marques de maternité sur son corps. Il y avait la fatigue des nuits mal dormies. Il y avait le poids des responsabilités qu'elle embrassait joyeusement. Mais il y avait aussi une paix sur son visage, qui n'avait pas existé auparavant. Une paix qui venait d'être choisie, non pas malgré qui elle était, mais à cause de qui elle était. Bernadette, sa domestique d'Avignon, était venue à Annecy 2 ans après le mariage. Elle avait atteint l'âge où la retraite était possible, mais Isabelle lui avait offert un endroit où vivre, un endroit pour vieillir avec dignité. Bernadette accepta et passait maintenant ses après-midi à tricoter pour les enfants, racontant des histoires sur Avignon à Antoine, qui n'y avait jamais été. Monique était décédée l'année précédente, paisiblement dans son sommeil, entourée des personnes qu'elle aimait. Ses funérailles avaient été bien fréquentées, une quantité surprenante de personnes venant d'Annecy, et d'ailleurs pour honorer la vie d'une femme qui avait vécu selon ses propres termes, qui avait offert refuge à ceux qui en avaient besoin. La propriété de Monique avait été laissée à Isabelle, qui la maintenait, qui continuait d'offrir un lieu de sécurité à ceux qui en avaient besoin. Il y avait des rumeurs d'autres femmes qui arrivaient ici, des femmes qui avaient fui des mariages arrangés, des femmes qui avaient besoin de disparaître, des femmes qui cherchaient à recommencer. Isabelle les recevait, leur offrait un endroit, les aidait à trouver leur propre chemin. Quant au colonel Henri Dubois, peu de choses étaient connues. Après avoir quitté Annecy, la queue entre les jambes, il était retourné dans ses propriétés de la vallée de la Loire. Mais quelque chose s'était brisé en lui pendant cet affrontement. Il était entré à Annecy, se croyant invincible, croyant que sa volonté était loi. Il en était reparti en comprenant que le monde était plus compliqué, que tout ne pouvait pas être possédé simplement en insistant suffisamment. Ses affaires déclinèrent, ses ouvriers l'abandonnèrent quand ils le purent. Ses enfants, qui l'évitaient déjà, l'évitèrent encore plus. Il vieillit rapidement, comme les hommes comme lui vieillissent quand ils perdent le sentiment de supériorité qui soutenait leur vie. Il mourut à 58 ans, ivre dans sa propre maison, sans personne à ses côtés. Aucun de ses enfants n'était présent. Aucune des femmes qui l'avaient humilié ne revint lui rendre un dernier hommage. Il fut enterré rapidement, sans grande cérémonie, comme si le monde était impatient de laisser son souvenir derrière lui. Isabelle entendit la nouvelle quand elle arriva à Annecy. Elle était dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs, travaillant la terre, avec des mains qui avaient appris la valeur du travail. Quand Philippe le lui dit, elle continua de planter, elle continua simplement son travail, comme si cet homme qui avait tenté de la posséder n'avait jamais vraiment existé, comme si ce n'était qu'un spectre que la pluie avait emporté. À la fin de leur vie, quand Isabelle et Philippe seraient vieux, quand ils regarderaient en arrière tout ce qui s'était passé, ils comprendraient que leur vie était la preuve de quelque chose que la société avait du mal à accepter, qu'une relation construite sur l'égalité, sur le choix mutuel, sur le respect sincère, pouvait non seulement survivre aux obstacles, mais pouvait s'épanouir à travers eux.
La société de la vallée de la Loire finit par reconnaître Isabelle, non pas parce qu'elle était née dans un bon milieu, non pas parce qu'elle avait une grande dot, non pas parce qu'elle s'était bien mariée, mais ils la reconnurent parce qu'elle avait fait preuve d'un courage rare, d'une capacité à rester debout quand il y avait toutes les raisons de tomber. Les femmes qui visitaient sa propriété parlaient d'elle avec respect. Les hommes qui la connaissaient comprenaient qu'il y avait quelque chose sur son visage, dans sa manière d'être au monde, qui ne pouvait être acheté ou forcé. Il fallait le gagner, et elle l'avait gagné. Antoine grandit pour devenir un homme honorable, qui honora l'héritage de son père, tout en embrassant les changements qu'Isabelle avait apportés. Claire, sa fille aînée, apprit le piano avec sa mère et devint une femme forte qui remettait en question les attentes que le monde tentait de lui imposer. Monique, la fille cadette, hérita de la compassion de sa mère et passa sa vie à aider les autres. Isabelle continua d'offrir refuge, continua de planter des jardins, continua de faire du pain, mais maintenant elle faisait tout cela, sachant qu'elle avait choisi de le faire, sachant que chaque action était la sienne, sachant que sa vie lui appartenait. Et Philippe, qui avait commencé sa vie en croyant que la douleur et la responsabilité étaient tout ce qui restait, découvrit qu'il y avait bien plus. Il découvrit qu'il était possible d'aimer à nouveau, qu'il était possible d'être vivant après avoir été sûr d'être mort. Des décennies plus tard, quand Isabelle avait vieilli et que la couleur commençait à quitter ses cheveux sombres, quand les rides sur son visage racontaient des histoires d'une vie bien vécue, elle s'assit une dernière fois sur le banc sous le jacaranda, qui poussait maintenant sur la propriété, un arbre planté par elle-même des années auparavant. Philippe était à ses côtés, sa main reposant sur la sienne. Ils ne parlaient pas beaucoup à la fin, car ils avaient appris que le silence entre deux personnes qui s'aiment est plus éloquent que n'importe quel mot. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix toujours claire malgré l'âge. « Non, de rien, de quoi que ce soit, d'être resté avec moi ce jour-là à Annecy, si tôt dans ta vie de jeune mariée, avec toutes les complications que j'apportais. » Philippe se tourna pour la regarder. Ses yeux avaient toujours cette clarté qu'elle avait aidé à restaurer. « Non, » répondit-il simplement. « Tu as été la réponse à une question que je ne savais pas poser. Tu as été la preuve que la vie continue. Tu as été mon salut et tu as été ma. » répondit Isabelle. « Parce que tu m'as donné plus qu'un nom ou une propriété. Tu m'as donné la permission d'exister, de choisir, d'être entière. » Ils restèrent ainsi, à l'ombre du jacaranda, tandis que l'après-midi se transformait en nuit, tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel au-dessus d'eux. L'histoire d'Isabelle et Philippe ne fut pas seulement une histoire d'amour. Ce fut une histoire sur le monde, changeant lentement sur les sociétés, comprenant progressivement que les femmes ne sont pas des propriétés, que les hommes n'ont pas besoin d'être divisés entre le devoir et le bonheur, qu'il était possible de construire des vies qui honoraient les deux. Dans les décennies qui suivirent leur mariage, de petits changements commencèrent à se produire dans toute la région. Plus de femmes commencèrent à remettre en question les mariages arrangés. Plus d'hommes commencèrent à comprendre qu'il y avait de la valeur à écouter ce que les femmes de leur vie avaient à dire. Ce ne fut pas une révolution rapide ou claire, ce fut lent, avec des reculs et des avancées. Mais il y avait du mouvement, il y avait du changement. L'histoire d'Isabelle circulait en chuchotement dans les propriétés environnantes, dans une sorte de folklore rural. La jeune femme qui avait fui un bal, qui avait trouvé un homme veuf, qui avait affronté son passé. Certains racontaient l'histoire avec admiration, d'autres, surtout les hommes dont le pouvoir dépendait de maintenir les femmes soumises, la racontaient comme un avertissement. Voyez ce qui arrive quand les femmes ont des idées au-dessus de leurs conditions. Mais même ceux qui la racontaient comme un avertissement admettaient la vérité de l'histoire. Ils reconnaissaient que cette jeune femme avait fait quelque chose que la plupart croyaient impossible. Elle avait repris le contrôle de sa propre vie. Claire et Monique grandirent dans un foyer où il leur fut montré que l'amour n'était pas une négociation de pouvoir, mais un partenariat. Elles virent leur père honorer les idées de leur mère.
Elles virent leur mère être respectée non seulement par son mari, mais par toute la propriété. Elles grandirent en croyant que le monde était un endroit où les femmes pouvaient avoir une voix. Claire, qui avait appris le piano avec sa mère, devint aussi une éducatrice. Elle ouvrit une petite école dans la région où les filles pouvaient apprendre non seulement les compétences domestiques que l'on attendait d'elles, mais aussi la lecture, l'écriture, les mathématiques, la géographie. Il y eut de la résistance de la part de certaines personnes naturellement, mais il y eut aussi de la demande. Il y avait des parents qui voyaient chez leurs enfants le même esprit qu'ils avaient vu chez Isabelle, et voulaient que cet esprit soit nourri, non écrasé. Monique, la fille cadette, devint sage-femme et soignante. Elle aida des dizaines de femmes à survivre aux dangers de l'accouchement au cours de leur vie. Elle offrait confort, connaissances pratiques, dignité. Elle refusait de s'excuser d'être là, d'occuper de l'espace, d'avoir une opinion. Il y avait des femmes dans toute la région qui lui devaient la vie. Les deux filles restèrent célibataires par choix. Une décision qui aurait été un scandale à Avignon, mais qui fut tolérée à Annecy, où Isabelle avait établi un précédent. Les femmes pouvaient faire leurs propres choix, et ces choix seraient respectés. Philippe mourut à 71 ans dans son sommeil, dans le lit qu'il avait partagé avec Isabelle pendant plus de 40 ans. Isabelle se réveilla pour le trouver froid, son visage toujours calme, comme s'il se reposait simplement. Elle s'allongea à ses côtés un moment, l'embrassant, murmurant adieu pour l'homme qui avait sauvé sa vie en lui permettant de sauver la sienne. Isabelle vécut encore 10 ans après la mort de Philippe. 10 ans pendant lesquels elle continua à s'occuper de la propriété, continua à recevoir des femmes qui avaient besoin de refuge, continua à travailler la terre de ses propres mains. Ses cheveux devinrent complètement blancs. Ses mains devinrent de plus en plus fragiles. Mais son esprit resta clair, son esprit resta fort. Elle mourut à 83 ans, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants et des domestiques qui avaient servi elle et sa famille pendant des décennies. Elle mourut en sachant qu'elle avait vécu une vie qui était entièrement la sienne, qu'elle avait aimé et été aimée en retour, qu'elle avait laissé le monde un peu meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Ses funérailles furent bien fréquentées. Vinrent des femmes dont elle avait aidé à sauver la vie. Vinrent des ouvriers dont elle avait nourri les enfants. Vinrent familles et amis de toutes les phases de sa vie. De nombreuses années après la mort d'Isabelle, quand la région avait considérablement changé, quand de nouvelles routes avaient été construites et de nouvelles entreprises avaient prospéré, la propriété d'Isabelle et Philippe demeurait un symbole vivant d'une histoire qui ne pouvait être oubliée. L'école que Claire avait fondée s'était agrandie. Il y avait maintenant plusieurs salles, plusieurs professeurs, des dizaines de jeunes filles apprenant qu'elles pouvaient être plus que de simples épouses et mères, bien qu'elles pussent être les deux si elles le souhaitaient. La plaque devant l'école disait « École Isabelle de Launay, éducation pour les jeunes filles de toute classe ». La propriété de Monique, qui avait été laissée à Isabelle, était devenue un refuge permanent. Des femmes y arrivaient encore, des femmes qui fuyaient des mariages violents, des femmes qui avaient été rejetées par la société, des femmes qui avaient simplement besoin d'un endroit pour respirer. Et il y avait toujours quelqu'un là pour les accueillir, car Isabelle avait laissé des instructions pour que la maison offre toujours refuge. Le piano qu'Isabelle avait joué pour la première fois dans la maison de Philippe était toujours là, dans une salle de musique qui avait été préservée. Parfois, les femmes qui visitaient la propriété le jouaient. Parfois, elles se contentaient de l'observer, touchant le bois poli, pensant à toutes les mains qui y avaient créé de la musique. Les histoires sur Isabelle évoluèrent avec le temps. Certaines s'améliorèrent, devenant presque légendaires. Il y avait des versions où elle avait personnellement combattu le colonel. Il y avait des versions où elle s'était enfuie de manière plus dramatique. Il y avait des versions où la fin était plus facilement heureuse. Mais les gens qui l'avaient vraiment connue, qui avaient vécu près d'elle, qui avaient vu sa vie jour après jour, savaient que la vraie histoire était plus belle que n'importe quelle fiction. Elle était belle parce qu'elle était réelle, parce qu'elle était construite non pas en un instant, mais au fil des décennies, parce qu'elle exigeait choix,
courage, travail, engagement. Les descendants d'Isabelle gardaient les lettres entre elle et Philippe, gardaient ses journaux intimes, gardaient les vêtements qu'elle avait portés. Ils gardaient le souvenir de ses mouvements, de ses paroles, de sa présence. Et à chaque nouvelle génération, il y avait toujours quelqu'un qui lisait ses histoires, qui voyait ses preuves d'une vie bien vécue et qui réalisait « c'est possible ». Vous pouvez refuser d'être ce que les autres essaient de vous faire être. Vous pouvez choisir d'aimer. Vous pouvez être entière. Plusieurs siècles plus tard, dans un monde qu'Isabelle n'aurait jamais imaginé, avec des technologies qui auraient semblé magiques, son histoire était encore racontée, encore étudiée, encore discutée dans les universités et les salles de classe. Les historiens trouvaient en Isabelle et Philippe un exemple de ce qui était possible, même dans les sociétés les plus restrictives. Ils trouvèrent la preuve que le changement social ne vient pas seulement des politiques et des lois, mais aussi des individus qui refusent de vivre de manière qui les déshumanise. Des femmes qui affrontaient des pressions similaires à celles qu'Isabelle avait affrontées, bien que sous des formes différentes, trouvaient dans son histoire de l'espoir. Elle trouvait la preuve qu'il était possible de rester debout, même quand tout autour de vous suggérait que vous deviez tomber. Les hommes aussi trouvaient quelque chose dans son histoire. Ils trouvaient un modèle de masculinité qui n'était pas basé sur le pouvoir et le contrôle, mais sur le partenariat et le soutien. Ils trouvaient l'idée qu'être avec quelqu'un que vous aimez ne vous diminue pas, mais vous rend plus complet. Ce qui rendait l'histoire d'Isabelle si puissante, en fin de compte, était son manque de drame artificiel. Il n'y avait pas de coïncidence magique, pas de trahison soudaine qui changeait tout. Il y avait juste une femme qui avait été blessée, qui avait trouvé un endroit sûr, qui avait commencé à guérir, qui avait rencontré quelqu'un qui était aussi blessé, qui avait décidé de guérir avec lui. Il y avait du travail. Il y avait des récoltes plantées et récoltées, il y avait des enfants nourris, il y avait du café préparé, il y avait des maisons réparées, il y avait des jours normaux qui s'additionnaient en une vie qui était significative, non pas parce qu'elle était spectaculaire, mais parce qu'elle était vraie. Isabelle n'écrivit jamais de livres, ne fit jamais de discours publics, ne devint jamais une personnalité publique. Elle vécut simplement sa vie, fit ses choix, et ceux qui l'entouraient furent transformés par sa présence. C'était sa beauté, que vous n'aviez pas besoin d'une plateforme géante pour compter. Vous n'aviez pas besoin de célébrité pour être significatif. Vous aviez juste besoin d'être là, entière, vraie, choisissant jour après jour de vivre une vie qui avait un sens. Quand vous visitiez Annecy, des siècles plus tard, il y avait encore des traces d'Isabelle. Il y avait encore des propriétés qui avaient grandi à partir de ce noyau original. Il y avait encore des écoles qui enseignaient les idées que Claire avait établies. Il y avait encore des femmes qui savaient qu'elles avaient le droit de choisir. Le piano d'Isabelle avait été conservé dans un musée local. Il y avait une plaque qui décrivait son histoire, des descriptions qui ne pouvaient pas capturer complètement ce qu'elle avait été, mais qui tentaient d'honorer sa mémoire. Le jardin de Claire avait disparu et avait été replanté plusieurs fois. Mais il y avait encore un endroit sur la propriété, où les fleurs poussaient en profusion, où il y avait un banc sous un arbre, où les gens venaient s'asseoir et penser à leur vie. Et à chaque printemps, quand les fleurs éclosaient après l'hiver, les gens d'Annecy parlaient encore d'Isabelle, racontaient encore son histoire, y trouvaient encore quelque chose qui importait. La simple vérité sur Isabelle était qu'elle avait refusé la mort en vie. Elle avait refusé de laisser les choix des autres définir qui elle était. Elle avait affronté son humiliation, non pas avec amertume, mais avec une détermination silencieuse à bien vivre de toute façon. Elle avait construit une vie qui comptait, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle avait mis de l'intentionnalité dans chaque action, parce qu'elle avait choisi d'aimer, avait choisi de travailler, avait choisi d'être présente. Et ceux qui avaient connu Isabelle, même brièvement, comprenaient qu'ils avaient appris quelque chose sur eux-mêmes en sa présence. Ils apprenaient qu'il était possible d'être fort sans être dur.
Ils apprenaient qu'il était possible d'être vulnérable ça.